Hello, alors j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous faire cette vidéo parce que j'avais très envie de la faire. C'est la vidéo des sorties du mois de mai. Alors le mois de mai c'est infernal, il y a plein de sorties toutes plus intéressantes les unes que les autres qui sont proposées, j'en perds mon français. En plus on a du choix. Donc je me suis dit que comme j'ai eu la chance d'en recevoir quelques-uns en service de presse ou alors que j'ai eu l'occasion de les lire en version originale anglaise avant leur sortie traduite, je voulais vous en parler un petit peu et vous faire un petit retour d'expérience de lecture parce que je me dis que peut-être ça peut vous aiguiller dans vos achats et vous inciter ou non à aller vers tel ou tel livre. Alors je suis désolée par avance pour le cadre qui est un petit peu différent. En fait la pièce est en travaux, on est dans la chambre d'amis qui me sert d'atelier de dessin. Donc forcément, c'est pas l'ambiance la plus sexy du monde, mais j'ai très hâte qu'elle soit terminée parce que je pense que ça pourrait être un très bon endroit pour filmer. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur du hors-sujet. J'ai 5 livres que j'ai lus du coup en avant-première. J'ai 5 livres que j'ai lus à vous présenter. J'ai 2 romances de fantasy, un contemporain et là-dedans je n'ai pas moins de 2 énormes bangers. 2 livres vraiment qui sont dans mes meilleures lectures de 2023, donc il y a du bon qui s'annonce. Donc je pense que je ne vais surprendre personne en mentionnant Divine Rivals, publié et traduit par De Saxus, donc le titre sera Divine Rivalité. Je pense que c'est le livre le plus attendu de ce mois de mai, si je ne me trompe pas, il sort le 2 mai, et cette fois, j'ai bossé, donc je vous ai préparé un résumé. Le dieu Dekra et la déesse Enva sont ennemis jurés et se font la guerre. Donc des humains sont appelés au front pour combattre en leur nom. C'est le cas notamment du frère de Iris, notre personnage principal, qui décide de s'engager au profit de la déesse Enva. Tout ce temps, Iris et avec sa machine à écrire vont envoyer des lettres à ce frère au front, seulement elle ne reçoit aucune réponse. Ces lettres sont bel et bien envoyées, mais elle ne reçoit rien du tout. Sauf un soir où elle reçoit une réponse signée « Je ne suis pas ton frère ». Donc depuis le début, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit ces lettres. Il y a un petit side, un petit à côté à cette histoire de guerre. L'à côté, c'est la vie que mène Iris. Elle est journaliste et surtout elle s'intéresse à la guerre notamment. Et elle est en rivalité avec Roman Kitt pour obtenir la colonne du journal. Je vais pas en dire plus sur le résumé parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Moi je n'avais absolument rien vu de ce livre si ce n'est une magnifique couverture. Je l'ai acheté uniquement pour ça et parce que j'ai vu qu'il fonctionnait très bien sur les réseaux. Et en fait j'ai tout découvert de moi-même et ça a fait partie, je pense, de mon expérience, de mon excellente expérience, pas facile à dire ça, de lecture. C'est comme ça que j'ai vraiment passé un excellent moment et du coup je pense que c'est mieux que vous fassiez de même, essayez d'en lire le moins possible sur ce livre. Déjà, au sujet de ce livre, il y a une chose que je voudrais absolument clarifier, une chose qui me paraît essentielle, peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est vraiment très important. Il est vendu comme un enemies to lover. Non! Voilà, non. Ce n'est absolument pas un enemies to lover, du moins pas pour moi. Si avec ce livre vous vous attendez à un enemies to lover comme on peut en trouver dans des fantasy / romantasy classiques, vous allez être très déçus parce que l'enemies to lover, en tout cas comme on nous le vend, du coup ne sera absolument pas à la hauteur de vos attentes. On n'est pas dans le royaume des damnés, on n'est pas dans même Akotar ou le prince cruel ou je ne sais quoi. Ils ne sont pas ennemis. Le love interest n'est pas son ennemi à tout casser, c'est son rival. Donc dans ce cas-là, rival to lover. Mais c'est pas un enemies to lover en fait. Pour moi, un enemies to lover, c'est vraiment le côté ennemi. J'ai l'impression qu'on l'utilise à tort et à travers. Dès que les personnages peuvent pas trop s'aimer au début, ils sont enemies to lover. Non. C'est pas le Darkling et Alina, c'est pas Jude et Cardan, c'est pas ce genre de truc. Donc vraiment, attention à ça déjà. Ensuite, je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé, vous savez à quel point j'ai aimé ce livre, une de mes meilleures lectures de 2023, disais-je. Il est excellent, il est très émouvant, je trouve qu'on dépeint les réalités de la guerre et du front avec beaucoup de subtilité dans ce livre, beaucoup de finesse et beaucoup de poésie, ce qui n'est pas facile à faire, je trouve, et vraiment là c'est beau, c'est poétique, c'est fluide. Si vous êtes friand et friande de citations, de petites citations marquantes comme ça, vous allez beaucoup aimer. Ce livre en est blindé. J'ai pas de post-it mais j'ai gardé dans mon téléphone en fait des photos
des pages de citations, genre quand je lis le soir. Alors toutes mes excuses, je n'ai pas coupé les notifications Discord, maintenant c'est fait. Donc c'est un livre extrêmement émouvant, très très bien fait, qui raconte la réalité du front, la réalité donc des journalistes aussi au front, c'est vraiment très très bien. Et petite romance qui se dessine bien sûr. Le seul point, pas négatif, mais presque décevant, et encore décevant est un bien grand mot, je m'attendais à ce qu'on voit un peu plus les dieux. Donc vraiment, si vous attendez à beaucoup de panthéons, beaucoup de dieux, de mythologie, etc., attention, il est plus axé sur la romance et la vie au front. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop spoil. Et est-ce que je recommande l'achat de ce livre au mois de mai? Évidemment. Prenez-le, lisez-le. Si vous pouvez le découvrir en VO, si vous êtes des lecteurs de VO, je vous recommande très chaudement la VO qui est très facile d'accès, très, très agréable à lire. Et du coup, vous aurez toute la beauté de la plume de l'autrice. Si vous ne lisez pas en VO, il est traduit et publié donc chez De Saxus, comme je disais. Le second livre de fantasy que j'ai eu l'occasion de lire est un service presse qui m'a gentiment été offert par Hachette Roman. Pareil, je crois que je vous l'ai déjà montré dans un haul, c'est Elle et le feu de Alice Doublier. Donc il s'agit d'une fantasy qui tourne un petit peu vers la romantasy young adult dans laquelle on a 3 points de vue, 3 protagonistes féminines. Alors vous allez voir, le pitch de départ de ce livre est très simple, voire même un peu rebutant, je trouve, parce qu'il annonce du gros cliché, mais il faut lui donner sa chance, parce qu'il y a un petit peu plus que ça. Le prince du royaume de Primis, le royaume suprême, en gros le royaume le plus puissant du continent, enfin du pays de cette histoire, est en âge de se marier. Et pour fêter ça, il va organiser comme des jeux, enfin en gros une rencontre dans son royaume où plusieurs princesses et hautes dames de cour vont être invitées. Et durant ces moments-là, il va pouvoir choisir quelle sera sa future épouse. Jusque-là, me direz-vous, rien de très intéressant en somme, un prince, des prétendantes, on s'attend à ce qu'il y ait des courses à cheval, du tir à l'arc, des épreuves pour voir si les femmes prétendantes sont intelligentes, intéressantes, assez bien pour le prince, bref, du vu et revu, me direz-vous. Et vous avez tout à fait raison. Mais il y a cette petite histoire à côté qui n'est pas du tout un à côté en fait, qui va être extrêmement importante. Au début du livre, on est surtout axé sur cette histoire de prétendante, de romance, voilà. Et en fait, il y a tout un pan de l'histoire sur le feu. C'est écrit dans le titre. Le feu est soit adulé comme une divinité, soit extrêmement craint. Au-delà du fait que la magie du feu est quand même extrêmement stylée, peu importe le livre, hein, soyons d'accord, tout ce qui tourne autour de ça justement est extrêmement bien fait, très très bien mené. Les éléments de world building qui nous sont donnés, de background, sont très très sympas. Je vais vous reparler rapidement des personnages, donc on suit 3 points de vue dans le livre. Rassurez-vous, c'est très bien fait. Je n'aime pas trop les différents points de vue dans les livres, c'est quelque chose dont je suis pas fan. J'ai des vieux souvenirs de Game of Thrones où à chaque fois je voyais le point de vue d'un personnage que j'aimais pas, j'étais genre oh mon dieu. Là ça ne vous le fait pas du tout. On a Alitia, princesse du royaume de Ramnil, qui est le premier personnage qu'on va rencontrer, qui a un lourd secret familial qui nous est dévoilé dès les premières pages, mais pour cela je vous laisse le lire. Donc gros secret au début qu'elle doit absolument protéger, donc il ne faut surtout pas qu'elle soit choisie par le prince parce que ce secret risque à tout moment d'exploser et d'être révélé. Donc d'être choisie par le prince et envoyée dans un autre royaume, au-delà de la protection de ses parents, peut être très dangereux pour elle, pour tout le royaume, voire même pour tout le continent. Alors déjà j'ai beaucoup aimé le côté t'es une prétendante mais tu ne dois surtout pas être choisie. C'est peut-être un cliché, mais moi j'en ai pas lu tant que ça dans les livres, donc j'étais plutôt contente. En plus de ça, elle est nulle. Elle est nulle en plus pour réussir cette mission-là, donc c'est quand même assez drôle à voir. Et surtout, elle a un caractère qui est très très cool. Elle est pas ultra badass, elle est pleine de questions, pleine d'inquiétudes, et en même temps, elle est très courageuse et elle veut mener à bien sa mission. Elle est pleine de bonne volonté, donc elle est badass dans tout ce qu'elle a d'imparfait. Ensuite, on a Effia du royaume de Mimea qui, contrairement à Alia, elle veut tout faire pour se faire remarquer. Elle est extrêmement timide, très angoissée.
Elle a peur de beaucoup de choses, notamment de ne jamais être à la hauteur. Et par conséquent, c'est le moment pour elle de se faire remarquer, c'est le moment pour elle de devenir quelqu'un. Sauf que ça se passe pas forcément aussi facilement que ça. On ne sort pas de ses angoisses et de ses inquiétudes aussi facilement. La timidité, c'est quelque chose qui est pour elle extrêmement difficile à vaincre. Donc on va suivre cette évolution de personnage-là. Elle évolue très très bien au fil du roman. J'ai adoré suivre son point de vue. On pourrait se dire que la timide est la moins sympa à suivre. C'est pas du tout le cas. C'est très agréable et surtout on la sent très impliquée. Bref, j'adore ce personnage, je trouve qu'elle a des traits de caractère très sympas qu'on voit pas souvent en fantasy. On parle de timidité, on parle d'angoisse, on parle d'asexualité, de choses comme ça. Vraiment, 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 très très bien. Enfin, on a Sibylle du royaume de Sio qui, elle, n'est pas une prétendante mais l'héritière du royaume de Sio. Donc elle est invitée en tant qu'invitée de Marc et elle accompagne ses sœurs qui, elles, sont prétendantes. Sibylle, c'est la femme forte et indépendante du trio. Clairement, elle est là pour lier des alliances politiques, pour essayer de renforcer son royaume car elle sent que la guerre approche et son royaume est assez faible, donc c'est le moment pour elle de faire des rencontres et de lier des accords. Voilà 3 jeunes femmes très différentes avec des buts très différents aussi qui vont se retrouver au même endroit et en soubassement de tout ça, de la romance et des problématiques autour du feu, de la magie du feu. Autant vous dire que c'était une excellente lecture pour moi. Franchement, j'ai trop aimé. Je lis lentement, je vous l'ai déjà dit, et celui-là, je l'ai quand même bien avancé. Alors, je ne l'ai pas terminé, comme vous pouvez le voir. Il me reste une centaine de pages, et franchement, c'est très très bien, c'est assez constant. C'est assez différent de ce qu'on voit d'habitude, malgré le fait que le résumé est assez déjà vu. J'ai trouvé ça plutôt bien fait et ouais non franchement il vaut la peine. Ensuite on passe à la romance et alors là je ne vais surprendre personne en attrapant immédiatement mon livre d'Ali Hazelwood, Love Theoretically. Je pense que c'est pareil la romance la plus attendue du moment. Il va être traduit et publié si je ne me trompe pas par Hauteville, j'ai un petit doute, il me semble que c'est chez Hauteville. Il y a un très beau collector qui est en préparation. Les collectors, je les ai pour Love Hypothesis et Love on the Brain. Camille m'avait offert l'un d'entre eux. Ils sont très qualitatifs, ils sont très jolis, franchement ils valent la peine. C'est des beaux collectors, vous savez pas ces collectors qui vont se décoller au bout de 2 lectures. Alors Love Theoretically, les tropes, slow burn, enemies to lover, mais alors encore une fois le enemies to lover, voilà, hein, donc rivaux to lover, et mais alors surtout très très gros slow burn, vraiment ça avance doucement cette affaire hein. Mais c'est pas grave, c'est très très mignon, ça se lit facilement, c'est très agréable, comme d'habitude c'est très très green flag, c'est trop bien. Ça commence à être difficile hein, vraiment de classer les romans d'Ali Hazelwood par ordre de préférence, de classer les book boyfriends qu'elle nous présente, c'est dur. Pour moi je pense que Adam de Love Hypothesis est toujours premier, mais vraiment je commence à avoir du mal, hein, je commence à avoir un gros doute. On est toujours dans le milieu universitaire, on est toujours dans le milieu des sciences, et voilà, c'est tout. Je pense que pareil, c'est un livre que vous pouvez acheter les yeux fermés si vous avez aimé les 2 précédents, voire les 3 précédents si vous avez aussi lu Check and Mate. C'est tout aussi bien, voilà, c'est dans la même lignée. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés en fait. Voilà, les tropes suffisent à eux-mêmes. La deuxième romance, pareil, je l'ai reçue de la part de Hachette Roman. J'en ai déjà parlé très très succinctement sur Instagram. J'ai donné juste mon avis final. C'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Alors, Clara Hérault, j'ai lu du coup ces 3 livres et je dois dire que celui-ci est pour moi le moins bon. Mais c'est le moins bon dans ce qu'on peut faire d'excellent. Je pense qu'il faut faire attention avec ce livre parce que si vous vous attendez à de la romance, de la vraie romance 100% comme on peut avoir lu dans L'effet boule de neige, vous allez rester un petit peu sur votre faim, comme moi, comme ça l'a fait pour moi. Si vous vous attendez à quelque chose qui se rapproche un petit peu plus de Nos plus belles années, c'est-à-dire de la psychologie de personnages, du traitement de drames familiaux, etc., là par contre, ce livre-là peut plus vous plaire. En fait, ça dépend ce que vous recherchez. Donc là on suit 2 sœurs, Léna et Phébé. Phébé. Donc on suit 2 sœurs qui vont partir en vacances à Anglais comme elles le font depuis de nombreuses années. Donc c'est dans le sud de la France, elles partent au soleil, voir l'océan.
avec leur père et leur mère, et en fait elles vont vivre dans la maison de leur grand-mère. Là-bas, elles y ont plein de souvenirs d'été, comme on peut voir dans des vacances d'été, en fait, donc des amours d'été, des amis qu'on rencontre là-bas, des petits boulots qu'on peut faire pour se faire un petit peu d'argent. Voilà, il y a plein de souvenirs comme ça, c'est vraiment un bol d'air frais, on sent presque les vagues, on sent presque l'air salin en fait, et le sable. Pour ce qui est du cadre, du contexte et des souvenirs qui peuvent même revenir dans notre mémoire en lisant ceux de nos personnages, là, Clara Hero, elle coche toutes les cases, c'est trop bien fait. Je vais vous donner juste le début du livre pour placer le contexte, pour voir si ça peut vous plaire ou pas, et parce que ce premier chapitre nous donne vraiment une première impression de ce qu'on va traiter dans le livre. Si vous ne voulez pas écouter, de toute façon je vais mettre un petit timecode pour que vous puissiez passer. Mais je ne pense pas que ça spoil grand chose, parce qu'on se doute bien qu'en fait ils font de la route pour aller en vacances. C'est pas vraiment là le sujet, quoi, c'est juste pour poser le contexte. Donc en fait, pendant le trajet, il y a le père qui conduit, la mère et les deux sœurs derrière, et déjà on peut sentir qu'il y a des non-dits, des problèmes de communication, on voit que les deux sœurs ne se parlent plus, et il y a de la rivalité, de la tension, de la jalousie, tout ça on le voit dès le début. On voit aussi une mère très protectrice, presque, qui est beaucoup trop dans le contrôle, et on voit un père dépassé par tout ça et absent. Voilà. Ça c'est le contexte. Donc en fait ce livre il ne parle pas tant de ça de romance. Les passages de romance en fait sont très très peu nombreux. Et vraiment c'est pas les plus intéressants du livre. Moi j'avoue ça m'a un petit peu déçue parce que j'espérais lire une romance d'été. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on peut pas reprocher à un livre de ne pas être ce qu'on aimerait qu'il soit, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais du coup on va plutôt suivre le côté drame familial, le côté problème que peuvent rencontrer les deux sœurs entre elles, avec leurs parents aussi. Voilà, c'est plutôt du coup de la psychologie de personnage, du drame familial que de la romance. Donc autant vous dire que le livre est très très bien fait, c'est très bien écrit. Clara Hero a cette capacité, encore une fois, je trouve, de pointer du doigt de manière très très intelligente et très subtile les problématiques que peuvent rencontrer les adolescentes et les jeunes adultes, parce que souvent ce sont des protagonistes féminins dans ces livres, c'est pour ça que je genre en féminin. Voilà, donc des problématiques que vous et moi, par exemple, avons pu rencontrer en fait dans notre carrière de jeunes êtres humains. Problème d'intégration, que ce soit au sein de la famille ou au sein d'un groupe d'amis, la difficulté à supporter le rejet, la difficulté à supporter la déception ou le fait d'être une déception pour ses parents, pour ses amis, pour sa sœur. On traite aussi de la dépression. Voilà. Le traitement de la dépression dans ce livre, il est dingue. Il est très 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 bien fait. Le personnage qui subit de la dépression nous décrit des zones d'ombre dans sa tête, des voix qui lui chuchotent qu'elle ne sera jamais à la hauteur. Mais en fait c'est ça, en fait. La dépression, il n'y a pas vraiment de mots, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de couleur, c'est des voiles d'ombre, des moments, des choses comme ça, tout se passe dans la tête. Et c'est très bien fait. Avec ce personnage-là, on n'a pas beaucoup de dialogue, on a surtout ses pensées. Et c'est très très bien. Voilà, j'ai pas d'autre mot que c'est très bien fait. C'est terrible. Il y a des sujets dans ce livre qui peuvent du coup être un petit peu... faire office de trigger pour vous. Si la dépression est un sujet que vous ne voulez pas lire, je vous invite à passer votre chemin. Voilà. Parce que vraiment, il y a des moments qui font mal au cœur. Ça reste des jeunes filles. Léna, la plus jeune, a 17 ans. Et Phébé, elle doit avoir la vingtaine, même pas, parce qu'elle est en première année à la fac de droit. Donc... c'est des jeunes filles en fait, et il y a des choses terribles qui les touchent. Encore une fois, dans ce livre-là, on parle d'inclusivité aussi, on parle de différence, on parle de rejet, de discrimination. Enfin, c'est des thèmes qui sont quand même assez difficiles. Je pense que c'est bien de le mentionner parce que... Alors là, moi j'ai une épreuve non corrigée. Je ne sais pas comment va être la 4e de couverture une fois le livre sorti, mais la 4e de couverture laisse à penser que ça va surtout être une romance. On parle des protagonistes, enfin des love interest. Bah, je suis désolée, en fait, le love interest masculin, zéro intérêt, quoi. Donc, qui se souvient du love interest de l'effet boule de neige? Voilà, on savait que c'était des young adultes, hein. On savait qu'il se passerait rien de dingo. Mais est-ce qu'on n'a pas toutes kiffé ce mec-là dans l'effet boule de neige? Avec ça, on se rapproche plus de nos plus belles années que de l'effet boule de neige. Ça peut peut-être vous permettre de situer un petit peu. Je vous le recommande si vous cherchez
ce genre de livres-là, des livres tranches de vie qui traitent de sujets aussi sérieux. Si vous cherchez une romance d'été à lire sur la plage, il va peut-être vous décevoir. Et enfin, on finit cette section de la vidéo sur, je pense, mon livre préféré de cette sélection. Je suis tellement contente qu'il soit traduit en français et que le lectorat francophone ait accès à cette pépite. Je vous parle bien sûr de Yellowface de R.F. Kuang. Et j'ai peur que les mots me manquent pour décrire à quel point ce livre est une masterclass d'écriture. Avec Yellowface, on est sur un contemporain qui raconte l'histoire de June, une autrice ratée, du moins elle se qualifie comme ça. C'est vrai qu'elle a du mal à se faire un lectorat, ses livres ne fonctionnent pas très bien, elle décroche très très peu de contrats. Les maisons d'édition ne reviennent pas spécialement vers elle, bref, ça se passe pas très bien. Elle a une pote qui s'appelle Athéna Léu et qui elle est l'autrice du moment, l'autrice à succès, tout lui réussit. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est drôle, elle est gentille, bref, elle a tout pour déplaire, la vilaine Athéna. Une tuile terrible va tomber sur Athéna et June va pouvoir en profiter pour lui voler son manuscrit et se faire passer pour l'autrice de ce livre, et là s'ensuit une longue descente aux enfers. Tout simplement parce que June va devoir mentir toujours plus pour cacher le fait qu'elle a volé ce livre. À partir du moment où elle déblatère son premier mensonge, elle comprend aussi, on comprend et elle comprend qu'elle s'est mise dans une mouise pas possible. Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est terminé, le livre est publié, ça réussit, c'est un franc succès, tout le monde est surpris, tout le monde l'adore, elle est invitée partout et en fait c'est de pire en pire pour elle. Deux bonnes raisons d'acheter Yellowface au mois de mai. La première, qui a été ma préférée, on suit le point de vue d'une antagoniste. C'est pas trop bien. Moi, j'en rêvais la nuit, quoi, d'un livre où on suit l'antagoniste. Vous avez jamais rêvé d'une fantaisie où on suit le méchant du début à la fin? Je dis pas qu'il doit gagner, ce serait le rêve, vraiment, où à la fin le méchant gagne. Mais je vous avoue que moi, c'était un de mes rêves de lectrice, de suivre un antagoniste ou une antagoniste. Et R.F. Kuang a juste réalisé un de mes rêves. Voilà, je suis tellement contente. June est terrible. Terrible. Elle a des réflexions, des pensées qui font froid dans le dos. Je vous assure qu'elle me fait peur. Elle a des réflexions, vous savez, ces réflexions racistes, mais pas si racistes que ça, mais quand même un peu. Et du coup, c'est encore pire qu'une réflexion raciste. C'est le fameux je suis pas raciste, mais elle va se dire des trucs. Parce qu'en fait, vu qu'Athéna, l'autrice originale du livre qui a été volé, est asiatique, elle a osé être asiatique. Tout est tellement plus facile pour elle parce qu'elle est asiatique et que les minorités, et bah après tout, ça vend mieux d'abord. Et ce genre de réflexion, c'est terrorisant. Vraiment, ça fait froid dans le dos. Et surtout, en fait, c'est des réflexions qui sont presque... qui sont choquantes parce qu'elles ne le sont pas du tout. Et c'est des réflexions que les gens peuvent avoir au quotidien ou qu'on peut entendre dans la rue. C'est vraiment des trucs tout simples. Genre, ouais, mais... du coup, moi je suis blanc, du coup je dois travailler 2 fois plus maintenant avec la cancel culture d'abord. Donc voilà, point de vue d'une antagoniste, très vilaine personne qui vole des manuscrits, qui a des pensées absolument ignobles et qui en plus de ça va aller toujours plus loin pour réussir à mener son coup jusqu'au bout. Tout le long du livre, je me suis dit mais comment ça va se finir ? Comment ça va se finir? Impossible que ça se finisse bien, c'est pas possible. De là où on est, en fait, quand est-ce qu'on va atteindre le point de non-retour? Parce que je vois pas comment elle peut s'en sortir, c'est pas possible. En deuxième bonne raison, je voulais mentionner R.F. Kuang et couper la vidéo, comme si cela suffisait. Bon, bien sûr que ça suffit, mais j'ai quand même étayé un petit peu mon propos. R.F. Kuang est une autrice extrêmement engagée, notamment sur les questions de racisme, de discrimination. Et encore une fois, c'est très bien fait, on peut le lire dans le livre. Ce n'est pas un essai politique. Parfois, avoir des pensées militantes dans les fictions, ça peut être désagréable parce que ça peut prendre vite la forme d'un essai politique ou sociologique. Là, ce n'est absolument pas le cas. Les réflexions sur le racisme et la discrimination s'intègrent parfaitement au récit et découlent naturellement des dialogues entre les personnages ou des réflexions des personnages. On n'a pas un monologue de 30 lignes sur pourquoi Athéna a plus facilement réussi à vendre ses livres que June, parce que Athéna est asiatique et que June elle est blanche. C'est plutôt nous qui faisons la déduction de ses propos militants grâce à une bonne intégration dans le récit. C'est bien ça ou pas? C'est clair ou pas?
Deuxième raison de laquelle découle une troisième, c'est que dans ce livre du coup, tout le monde en prend pour son grade. R.F. Kuang tire à balles réelles sur tout le monde. Sur les maisons d'édition, les éditeurs abusifs, les lecteurs qui oppressent les auteurs, sur nous, petits critiques littéraires en herbe que nous sommes, à poster nos avis sur les réseaux sociaux et parfois à poster des avis négatifs. Alors, je sais que c'est un débat qui coule en ce moment beaucoup sur Threads, sur Instagram, etc. La question de savoir s'il faut poster ou non nos avis négatifs sur les livres et s'il faut taguer les auteurs dedans. C'est un petit peu de discuter là-dedans, c'est même beaucoup discuter là-dedans. Le débat est extrêmement intéressant. Voilà, je pense qu'il faut vraiment lire les deux parties et écouter les arguments des deux parties parce qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se jouer en ce moment sur la sphère Thread Insta qui sont intéressantes, notamment pour nous qui postons nos avis en fait de manière, je trouve, assez insouciante. On se dit qu'on parle juste de nos lectures, mais en fait c'est vrai que parfois on oublie qu'il y a des gens derrière les livres. Ce livre, moi, m'a fait me remettre énormément en question en matière de critique de livres. J'ai lu ce livre, je postais mes avis sur Instagram et surtout je faisais partie de la team. Les avis négatifs sont utiles, doivent être vus, doivent être lus par les lecteurs, par les consommateurs du livre, car ils permettent de faire des choix, car les livres c'est cher, il y en a beaucoup, et parfois un avis négatif peut permettre de passer son chemin sur une mauvaise lecture. Attention, il va de soi que l'avis négatif doit être construit et on parle de critique négative, on parle pas de démonter un livre gratos, hein. Entendons-nous là-dessus. Et donc moi je lis ça, et je lis ce livre où ce sujet est traité, et je vous avoue qu'il m'a fait énormément me remettre en question. Suite à la lecture de ce livre, moi j'ai décidé de faire plus attention à ce que je disais, j'ai décidé de faire attention en fait, parce qu'il y a des gens derrière. Et du coup c'est pour ça que je pense que toutes les personnes qui font du contenu littéraire sur les réseaux sociaux devraient lire ce livre. Je résume, point de vue d'une antagoniste, R.F. Kuang, livre engagé, plume sublime, plume de R.F. Kuang, donc forcément magnifique, histoire intéressante qui vous laisse en haleine jusqu'à la fin, c'est vraiment l'achat du mois de mai pour moi. C'est le livre qu'il vous faut découvrir. Le livre est assez court comme vous pouvez le voir, il doit faire 300 pages. Il ne fait même pas 300 pages à l'intérieur, c'est écrit assez gros en plus. C'est du contemporain, c'est facile à comprendre. Si vous voulez vous délecter de la beauté de la plume de cette personne, je vous invite chaudement à vous procurer le livre en VO, en version anglaise pardon. Sinon, il est traduit par De Saxus dans la collection Sabran, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'est ce que moi j'ai lu, c'est ce que je vous recommande. Comme vous pouvez vous en douter, je vous invite très fortement à découvrir Yellowface et Divine Rivals, qui sont pour moi des très très belles pépites, des livres qui changent de ce qu'on lit d'habitude. Mais Elle et le Feu, très très bien, et Love Theoretically, absolument excellent dans son domaine. Le livre de Clara Hero, je vous invite plutôt à le feuilleter pour voir si ça peut vous plaire, et surtout ça dépend de ce que vous recherchez. Alors dans tout ça il y a quelques sorties qui me font pas mal envie. J'en ai coché quelques-unes et la première c'est Daughter of Darkness avec mon magnifique accent, Is Back. Je crois que c'est publié chez Stardust. De ce que j'ai pu lire du résumé, on est sur une inspiration mythologique puisqu'on va suivre une passeuse d'âme au service du dieu Hadès. Elle travaille sur Terre et donc elle guide les morts, je suppose. Je vous avoue que j'ai lu que dans les grandes lignes, j'ai vu réécriture mythologique, ou du moins inspiration mythologique. J'ai envie de lire des choses avec des panthéons, avec des dieux, donc clairement celui-là, il est dans ma liste, il est dans mon collimateur. Le prochain livre, c'est l'apparition que j'attends le plus. J'ai ce livre en version anglaise dans ma wishlist depuis tellement longtemps, je ne compte plus les mois ni les années. C'est Foxglove King. Je suis tellement contente que ce livre soit traduit, je suis trop contente parce qu'en plus il sort chez Brajlon, l'objet livre qu'on nous a présenté est sublime. Dans ce livre-là, on suit une trafiquante de poison qui va se retrouver arrêtée parce que une de ses transactions s'est mal passée. Et en fait, elle va devoir enquêter pour savoir ce qui s'est passé parce que clairement sa vie est en danger, elle est condamnée à mourir en fait. Des poisons, magie de la mort, espèce de guilde sombre bizarre qui vénère le dieu de la mort. Vas-y, c'est bon, je signe, vous avez gagné mon cœur, je signe. J'ai trop hâte de lire ce livre. Il sort, attendez je vérifie, il sort le 15 mai, je vais me jeter dessus et clairement je vais le lire
direct. Ensuite le 30 il y a One Dark Window qui sort. Je crois que le titre du livre a été traduit en français par De Saxus, à voir. Moi je le connais sous One Dark Window parce que pareil il était dans ma wishlist VO depuis un moment et en fait dans ce livre là il y a une espèce de brume un peu étrange qui fait des ravages. Les personnes qui sont en contact avec cette brume contractent une fièvre et ceux qui s'en sortent, ceux qui réchappent de la brume ont l'air de développer des capacités surnaturelles. De ce que j'ai pu lire, on va suivre une protagoniste qui survit donc à cette brume et à la fièvre, qui va développer des capacités surnaturelles. Donc j'ai vu très rapidement une histoire de créature qui prend place dans son esprit et tout, enfin ça a l'air trop bien. Et apparemment il y a une quête du coup pour sauver le royaume de la brume. Les résumés que je vous fais sont très vagues, mais c'est parce que j'essaie d'en savoir le moins possible pour pas me faire spoil. En tout cas celui-ci pareil il est dans le plus haut de ma liste. Donc voilà, c'est tout pour mes envies du mois de mai. Je m'attendais à pire en fait et finalement je n'en vois que 3, dont un que je vais acheter c'est sûr et certain, Fox the Love King. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'espère que ce que j'ai pu vous raconter sur les livres va pouvoir vous aiguiller un petit peu dans vos choix, va peut-être même piquer votre curiosité ou vous donner envie de lire certains livres, je le souhaite très sincèrement. N'hésitez pas à me dire pour quel livre vous comptez craquer dans les commentaires parce que j'avoue que j'ai pas lu les résumés de tous les livres donc si ça se trouve je vais passer à côté de petites pépites. Encore une fois je suis désolée pour la froideur du cadre, c'était, je vous avoue, le seul endroit que j'avais de dispo. Je pouvais pas faire autrement si je voulais faire la vidéo à temps, donc voilà, c'est exceptionnel, je me rattraperai pour les prochaines vidéos, promis. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour vos retours sur les précédentes vidéos, pour vos conseils et pour vos gentils mots dans les commentaires. C'est très encourageant pour continuer, donc voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo et moi je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Des bisous! Look at your car and your need to kiss me. What's up for hours and light on